Moi, quand j'étais jeune lectrice, quand j'étais en terminale, mes premières lectures, ça a été des textes comme Des souris et des hommes de Steinbeck. Ça a été Rue de la Sardine aussi de Steinbeck. Parce que j'aime beaucoup les atmosphères qui se dégagent en fait dans cette littérature-là. Et qui se dégage aussi de l'homme, de la misère humaine. Donc ce sont des textes qui m'ont beaucoup happé dans un premier temps. Et par la suite, j'ai été très captée par tout ce qui tourne autour de l'enfance. Alors avec la rue Cazenec de Zobel, avec l'enfant aussi de Jules Vallès, En temps d'enfance aussi avec Patrick Chamoiseau. Donc tout ce qui tournait autour de l'enfance et qui me ramenait aussi quelque part vers ma propre enfance. Cette enfance que j'allais par la suite pouvoir déployer donc, dans le premier roman autobiographique. J'habite à Montjoly depuis mon retour en Guyane en 2005. Donc c'est un quartier qui est dit résidentiel, parce que bon, on a la chance d'être à quelques minutes, voire les pieds dans l'eau. Et c'est un quartier où on corps se côtoie. À la fois, comment dire, c'est un petit peu un arc-en-ciel encore, c'est pas encore combien de temps ça peut durer, mais on a des populations diverses hein, qui sont aux couleurs de la Guyane, donc quasiment en face de chez moi, il y a des ressortissants haïtiens, il y a des gens qui ont vécu en Guyane, qui étaient partis, qui sont revenus, dont je fais moi-même partie. Donc il y a toute cette couche de population et c'est un endroit qui est très agréable. À la fois agréable parce que il y a dans cette dimension un petit peu quand même balnéaire, on est proche de la plage, c'est tranquille, il y a une certaine sérénité qui se dégage des lieux. Et puis on est dans cette Guyane de toujours, quel que soit où on est finalement, où on retrouve ce métissage, ce brassage, l'épicier asiatique qui est à quelques pas de là, les grandes surfaces. Donc il y a ce mélange, cette espèce de chatoiement à la fois de temps, enfin de divers lieux, diverses époques. Donc c'est un endroit vraiment où je me sens bien vivre et où j'ai plaisir à me poser au quotidien pour pouvoir continuer à écrire. Alors mes premiers souvenirs d'enfance, c'est surtout c'est ce moment où je suis agenouillée sur un petit tabouret dans l'espace qui nous sert à la fois de salon, de cuisine à Fort-de-France, autour de mes grands-parents d'adoption, bonne maman, mon grand-père, ma grand-mère, bonne maman SSN, et que je lui pose cette question, je lui dis j'aimerais tellement avoir 10 ans, j'aimerais tellement être plus grande, plus grande. Chez nous, on dit plus grande, mais c'est plus âgée, en fait, plus âgée. Et j'ai le souvenir qu'elle me disait, elle m'a répondu donc en créole, en me disant
ti cochon te disent au moment où ti soggiol long comme ça, ce qui signifiait tu verras, ça arrive toujours assez vite. Un jour, ça t'arrivera aussi, t'en fais pas. Et donc, c'est des souvenirs que j'ai avec eux dans cette petite case créole à Fort-de-France, et où voilà, ça se passe comme ça, dans cette unique pièce, où on va le dimanche aux messes dominicales, où on va au marché, où on va à la plage. Et j'ai un souvenir assez poignant, parce que moi j'ai toujours été attirée comme ça par la mer, par le rivage, et donc ma grand-mère avait toujours cette phobie de l'eau, de la mer. Et à chaque fois qu'on allait au marché à Fort-de-France, moi je voulais absolument me baigner. Donc elle me disait, bon d'accord, mais t'as pas de maillot, mais tu vas garder la culotte. Et donc à chaque fois qu'on allait au marché, donc elle me déshabillait, j'étais là en culotte, et je restais un petit peu sur le bord comme ça, sur la déferlante. Et un jour, elle a vu arriver un monsieur qui m'a pris dans ses bras, et donc elle a poussé un grand cri. Était un peu terrorisée, et en fait il lui a dit qu'il m'emmenait un petit peu me baigner, qu'il me prenait dans ses bras, qu'il m'emmenait me baigner plus loin, que je ne puisse pas rester comme ça sur le sable, et que j'aille voir ailleurs. Voilà. C'est un énorme souvenir. Le souvenir d'école, de classe, et donc c'est peu de temps après, quand on quitte Fort-de-France, quand on quitte la Martinique et qu'on arrive ici en Guyane, et que elle se rend compte en fin de compte qu'on est en cours d'année. On est en cours d'année, donc je pourrais pas avoir un CP, un cours préparatoire ordinaire. Et là, elle va m'inscrire dans une vieille maison, chez une institutrice retraitée près de la plage Schellcher. Et donc c'est cette dame qui va m'apprendre donc à lire. Qui va m'apprendre à lire avec, suivant on va dire les principes, les codes de l'école Jules Ferry, pour le dire un peu pudiquement, puisque c'était quand même assez rustique. C'était quelqu'un de très rude. Il y avait encore les vieilles méthodes de dressage. Et donc c'est comme ça que c'est un petit peu dans cet univers, de fois, quand je m'en souviens, c'était quand même assez rude, hein, que j'ai donc appris à lire. Alors j'ai eu envie d'écrire à un moment. Le déclic s'est produit quelques années après le décès de mes grands-parents, parce que tant qu'ils étaient vivants, j'ai considéré qu'ils étaient pour moi des passeurs de mémoire, et que je n'avais pas, en tout cas je ne m'autorisais pas à écrire de leur vivant. Je sais pas, j'avais comme une espèce de blocage par rapport à cela. Et donc après, compte tenu de tout ce que j'avais pu stocker tout au long de ces années que j'avais passées avec eux, avec cette enfance particulière, avec une vie à leur côté, où j'ai dû être très disponible de par leur double handicap. Donc j'ai senti à ce moment-là, je me suis sentie assez forte et assez libérée pour pouvoir écrire Rouille l'Alouette prolongée. Donc Rouille l'Alouette prolongée, c'est mon premier roman totalement autobiographique. Je raconte toutes ces années-là, c'est-à-dire depuis ces rues de Fort-de-France, avec eux dans cette case créole, avec notre arrivée ici à Cayenne, au Vieux-Port, dans les bâtiments des douanes, passant devant les bâtiments des douanes, passant par la plage Schellcher, en passant par la rue Christophe Colomb,
pour arriver jusqu'à cette rue L'Alouette prolongée. Rue L'Alouette prolongée, qui est donc l'avenue Voltaire actuelle, hein, qui a été donc débaptisée, rebaptisée avenue Voltaire, et dans laquelle j'ai vécu avec mes grands-parents. Donc c'est toute cette histoire c'est une question d'atmosphère. J'ai voulu faire vivre ce que j'avais vécu avec eux dans ces années-là, avec tout ce qu'il y avait de convivialité, tout ce qu'il y avait de voisinage, et faire aussi toute une série de flashbacks par rapport aux histoires qu'ils m'avaient racontées, qu'ils avaient eux-mêmes vécues, hein, dans la Guyane des années 30, 40, toutes ces histoires autour du bagne, autour de leur déambulation, de leur pérégrination sur les fleuves de l'Oyapock, de la Prouague, et jusqu'à des années que j'ai qualifiées d'années difficiles, puisque ils ont vécu de lourds handicaps comme la double amputation des membres inférieurs. Donc j'ai voulu aller donc jusqu'au bout en racontant vraiment ce parcours où j'ai été avec eux jusqu'au bout, en partageant, voilà, dans cette relation quasi fusionnelle avec eux jusqu'aux derniers instants. Et donc c'est vraiment un roman où se joue à la fois cette dimension à la fois affective, historique et très fusionnelle. Donc mes grands-parents étant décédés, je me suis donc autorisée aussi et j'ai été encouragée parce que en écrivant Rue L'Alouette prolongée, j'ai eu vraiment un excellent retour. Les gens m'ont vraiment encouragée en me disant qu'il fallait continuer parce que j'avais encore beaucoup de choses à dire et surtout un certain regard à poser sur les choses. Donc je me suis remise à l'écriture et j'ai écrit La Crique. Alors La Crique, c'est ce quartier emblématique de Cayenne, ce quartier populaire avec ses premières populations indo-chinoises, ces populations de pêcheurs que nous connaissons. Et la crique, donc ma crique, la crique de tout le monde, c'est à la fois un regard projeté du dedans et du dehors sur ce quartier tel qu'il a été, tel qu'il est et tel qu'il sera. C'est-à-dire que j'ai voulu, je me suis à un moment interrogée, j'ai regardé ce quartier vivre, notamment quand je suis revenue ici en Guyane, et je me suis demandé combien de temps un quartier tel qu'il avait évolué, tel qu'il est devenu, hein, très insalubre, combien de temps ce quartier pouvait résister à la modernité, combien de temps il pourrait résister aussi à toute cette vague de la résorption de l'insalubrité. Et donc j'ai imaginé que ce quartier allait être du jour au lendemain être rasé pour céder place à un nouveau quartier, à une nouvelle crique. Et donc c'est l'histoire de cet élan de résistance, de toutes les couches de population qui composent ce quartier, mené avec une passionnariat, avec à la tête du mouvement social une jeune femme, Félicia, qui va donc prendre à bras le corps toutes les manifestations qui seront en tête du cortège et qui va essayer de crier haut et fort oui, ben voilà, oui, nous existons, oui, nous devons, nous comprenons qu'on est au XXIe siècle et qu'on ne peut plus vivre effectivement dans des conditions telles que vous le voyez, mais que en même temps nous sommes l'âme de ce quartier. Donc on doit être là sur un autre schéma,
d'autres enjeux de réhabilitation sans forcément exclure, sans pratiquer cette forme d'exclusion qu'on leur impose, puisque le quartier sera rasé et chacun doit se débrouiller pour pouvoir réinvestir et habiter d'autres lieux. Ceci dit, La Crique, le roman La Crique ne se situe pas seulement à La Crique, c'est aussi à la fois une balade sociologique, parce que c'est une histoire que j'ai voulu complètement tisser dans les faits culturels, dans les différentes couches sociales qui composent ce quartier et plus largement la Guyane. Donc tous les maillons, tous les gens qui font partie du mouvement, de la manifestation, font partie de cette chaîne de résistance. Et on voit là qu'il y a une espèce comme ça de déplacement géographique, hein. On part de La Crique, en passant par la place des Palmistes, en allant se réfugier dans des quartiers brésiliens comme la BP 134, et la balade continue sur Saint-Laurent, sur Grand-Santi, parce que chaque personne, en fait, a un rôle à jouer dans cette chaîne de résistance. Et personne, rien n'est anodin. Quand on voit apparaître un personnage, c'est qu'il joue un rôle. Et tout l'enjeu, c'est de savoir comment est-ce que le peuple, hein, comme je le nomme, le peuple Rodbok-Creek, comment est-ce qu'il va pouvoir, compte tenu de toute cette diversité, de toutes les couches de population diverses qui la composent, comment elle va pouvoir se rassembler et faire face et revenir à ce quartier, quel qu'il soit, c'est-à-dire d'une façon ou d'une autre, mais revenir à ce quartier auquel il tient. La question de l'insularité, je crois que la Guyane elle est concernée de par, si on remonte au cours de l'histoire, par les différentes vagues de population, que ce soit les Saint-Luciens, les Antillais qui sont venus à des moments divers, hein, je pense aux Saint-Luciens qui sont arrivés avec la période dite de l'Eldorado, hein, dans les années 1855. Donc elle est concernée, mais quand on parle Guyane, c'est quelque chose de beaucoup plus large, beaucoup plus vaste. On est concerné par d'autres espaces. On est concerné par d'autres espaces, la Guyane étant de par sa position géographique, étant en Amérique du Sud. Donc pour moi c'est un espace qui est excessivement pluriel. Il y a cette dimension insulaire, donc par les hommes, mais aussi on peut des fois se sentir comme ça, quelque part sur une île, parce qu'on a d'un côté cette immense forêt amazonienne qui peut sembler comme ça être faire écran, et puis la mer, enfin l'océan, les fleuves, les criques. Et pour moi c'est... Quand je pense à la Guyane, des fois je pense à cette dimension-là de la forêt, de ces éléments-là, et je la sens excessivement plurielle. C'est-à-dire qu'elle est à la fois insulaire, elle est à la fois française, elle est à la fois européenne, à la fois amazonienne, à la fois brésilienne, à la fois tout ça. Donc pour moi c'est une dimension qu'elle intègre, et en même temps elle est beaucoup plus que cela. Elle est fondamentalement continentale, et sa force, toute son énergie, c'est justement de puiser dans tout cela, à la fois dans l'espace, à la fois l'homme,
tout ça, tous ces êtres, tous ces éléments qui la composent. Donc la Guyane, brassée, métissée, insulaire, continentale, amazonienne, française, européenne, plurielle.